Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir, c'est le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à 22h30, pardon. Je vous fais les présentations avec nos invités du soir dans une poignée de secondes, mais d'abord on retrouve Barbara Durand pour l'essentiel de l'actualité. L'actualité de ce lundi marquée par les défilés militaires à Moscou. Le 9 mai marque en effet en Russie la victoire sur les nazis en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber ses forces armées et cette année de justifier l'intervention militaire russe en Ukraine. Selon le chef du Kremlin, la Russie combat en Ukraine pour se défendre face à une menace inacceptable. Écoutez. Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis, mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres historiques comme la Crimée. Et Kiev commençait à parler de se procurer l'arme nucléaire et préparer une attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable à nos portes, à nos frontières. Au même moment, l'Ukraine affirme qu'elle ne laissera pas la Russie s'approprier cette victoire sur le nazisme. Ce sont les mots du président Zelensky. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Nous ne permettrons à personne de s'approprier cette victoire. Notre ennemi rêvait que nous refusions de célébrer le 9 mai et la victoire sur le nazisme. Alors le mot dénazification a une chance. Et puis le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe. À cette occasion, Emmanuel Macron est allé à Berlin, son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Une occasion pour les deux hommes de peaufiner leurs relations. Les couples entre dirigeants français et allemands ont traditionnellement été moteurs en Europe. Celui constitué d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui ont besoin l'un de l'autre pour se relancer, cherche encore son rythme de croisière. Et avec moi ce soir pour commenter l'actualité, en débattre, Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir à vous, journaliste politique, ravi de vous retrouver, tout comme William Tay à vos côtés. Bonsoir, président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Jean-Sébastien Ferjou est avec nous comme chaque lundi. Bonsoir à vous, directeur de la publication d'Atlantico. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Glignasti également. Bonsoir monsieur, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, désormais directeur de recherche à l'IRIS, auteur de ce bouquin très intéressant, La Russie, un nouvel échiquier. Je lis le sous-titre de la nostalgie de l'Empire à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine applique-t-il la stratégie du fou ? C'est aux éditions Erol. C'est une bonne question à laquelle on peut commencer à répondre ensemble ce soir. Merci d'être avec nous. On va évidemment évoquer dans cette première partie avec vous la démonstration de force qui était annoncée. Alors a-t-elle vraiment eu lieu ? C'est une première question qu'on peut se poser. Les troupes russes qui ont défilé en nombre ce matin sur la place rouge à Moscou. Vladimir Poutine qui a exhibé aux yeux du monde son armée pour célébrer la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Cérémonie destinée à alimenter le patriotisme des Russes, à renforcer leur soutien au conflit, mais aussi à galvaniser les troupes engagées depuis plus de 2 mois en Ukraine. Le récit de Marine Mulsey et on en discute. C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire, ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou, alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident, avant d'encourager ses troupes engagées selon lui dans une guerre patriotique. Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas. Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'Apocalypse. L'Ilyushin Il-80 n'a pas volé depuis 2010. Jean de Glignasti, le sujet russe, vous le connaissez parfaitement. Certains s'inquiétaient que Vladimir Poutine prenne prétexte de cette date du 9 mai pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. Ça n'est finalement pas arrivé. Quel commentaire avez-vous à faire sur cette journée du 9 mai qui finalement n'a répondu
aucune crainte annoncée. Alors, la déclaration de guerre, en fait, ça vient plutôt des commentateurs extérieurs à la Russie. Poutine n'avait aucun intérêt à faire ces déclarations de guerre, si ce n'est la loi martiale pour accroître le contrôle social, mais je crois qu'il a tous les instruments déjà, ou la conscription, puisque évidemment en cas de guerre on peut faire appel à la population, mais ça non plus il ne veut pas le faire parce que la population ne le supporterait pas. Donc moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il déclare l'état de guerre, au contraire il n'y a que des éléments négatifs. Donc voilà, le défilé lui-même, c'était un défilé, en fait c'est pas un étalage de puissance, il y avait beaucoup moins d'hommes que les défilés précédents. Il n'y avait pas le fameux avion de l'Apocalypse. Alors l'avion de l'Apocalypse n'est pas là. On dit que c'est le mauvais temps, il y a des mauvais angles. La télé russe a invoqué cette raison. Voilà, on dit qu'il y a des Stingers aussi qui étaient cachés quelque part et qu'ils craignaient. Alors là, évidemment, ça aurait été un désastre médiatique total. Mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc finalement, c'est pas du tout un étalage de force à part le missile qu'on montre partout. Donc c'est plutôt effectivement un effort de mobilisation de la population, de renforcement du récit traditionnel de Poutine sur le fait qu'on lutte contre le nazisme pour mobiliser les gens. Et ça marche assez bien puisque il y a une bonne moitié de la population russe, d'après les sondages 80%, mais enfin si vous retirez un pourcentage suffisant, ça fait une majorité de gens qui soutiennent Poutine. Donc effort de mobilisation, un discours assez banal et un discours en fait qui laisse ouverte à Poutine toutes les possibilités. Il peut continuer la guerre. Discours plus réaliste que ce qu'on attendait. Je ne sais pas si vous partagez. On peut le lire comme presque une invitation à plus de diplomatie, non ? Réaliste, je ne sais pas, parce que on en revient... En tout cas, elle ne se félicite d'aucune victoire. Voilà, la dimension quand même émotionnelle de l'Ukraine dans l'esprit de Poutine et d'une partie de la population russe est telle que c'est très difficile de parler de réalisme. Et le passé a bien montré ce que c'était. Mais en tout cas, un discours, j'allais dire, comment dirais-je, pragmatique en effet. Pragmatique, c'est-à-dire il laisse toutes les possibilités ouvertes. Guerre, cessez-le-feu, négociation, rien n'est fermé. Cette journée, elle était scrutée très précisément sur le fond et sur la forme physique, même j'ai envie de dire, de Vladimir Poutine. Certains le disent affaibli, voire malade. Là aussi, il a envoyé un message à ce sujet. Je vous pose la question parce que, évidemment, lors de vos fonctions en tant qu'ambassadeur de France en Russie, vous avez rencontré Vladimir Poutine plusieurs fois, je l'imagine. Est-ce qu'il y a une différence, d'ailleurs, là aussi, sur le fond et sur la forme, entre le Vladimir Poutine que vous avez rencontré à votre époque et le Vladimir Poutine que vous voyez depuis 2 mois et cette invasion ? Oui. Physiquement, il a beaucoup changé. Effectivement, il a épaissi, ses traits sont plus épais, c'est le cas de le dire, j'allais dire presque bouffi parfois. C'est pas tout à fait le même. À l'époque, il était encore svelte, sportif, il se fait photographier torse nu en train de chevaucher des fougueux coursiers et de chasser... de pêcher plutôt que chasser. Oui, c'est vrai. Parce que à main nue, quasiment, dans la... Oui, exactement. Dans la donc, effectivement, le personnage, dans son apparence physique, a changé. Et quelle différence dans les relations également que vous avez pu avoir avec lui et celui qu'il paraît être aujourd'hui ? Quelle impression vous laissait-il quand vous le rencontriez ? Alors, c'est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers. Au bout d'un certain temps, quand vous êtes au pouvoir pendant longtemps, vous le connaissez, les dossiers. Donc, il connaît très bien. C'est quelqu'un... je l'ai dit à plusieurs reprises sur les écrans, parfois, il paraît presque timide. C'est-à-dire, dans un premier temps, il est très réservé. Il vous laisse parler, il vous laisse vous découvrir. Et puis, brusquement, il se lance. C'est quelqu'un qui varie du réalisme total à... sur certains points très précis, à l'émotionnel. C'est très intéressant. On retrouve ce type de caractère souvent chez les Russes, d'ailleurs. Petit tour de table sur ce défilé aujourd'hui, cette démonstration de force qui était attendue. Jean-Sébastien Ferjou, il n'y a pas eu, on l'a dit avec Jean Glignasti, pas de démarche d'escalade véritablement aujourd'hui. On a du mal à comprendre d'ailleurs la volonté de Vladimir Poutine parce qu'il n'y a pas eu cette fameuse démonstration de force.
Non, mais comme le disait M. Guignesti, il n'y a pas eu non plus, à l'inverse, de scénario où il aurait affiché un objectif de guerre trop précis et qu'il l'aurait emprisonné. C'est-à-dire que je pense que Vladimir Poutine a quand même compris qu'il n'était pas dans une situation qui lui serait extrêmement favorable d'un point de vue militaire et qu'il l'a intégré dans sa stratégie. Donc il espère peut-être toujours réussir au moins à détacher une partie du territoire ukrainien et le corridor entre le Donbass et la Crimée avec la fameuse zone. Il donne l'impression de vouloir Mariupol. peut-être même renoncer à l'Ukraine pour se concentrer en effet sur le Donbass et l'est du pays. Oui, parce que quand même l'Ukraine du point de vue des Ukrainiens, notamment la ville de Mariupol. C'est l'Ukraine qui compte pour Poutine, j'ai envie de dire. Mais surtout, en tout cas, il n'a effectivement pas ni déclaré la guerre et encore moins la mobilisation générale. Mais en creux, on voit mal comment il peut véritablement reprendre la main d'un point de vue militaire dans les zones concernées. Parce qu'on voit bien que les bataillons qui ont été repositionnés ont toutes les peines du monde à se reformer, qu'il n'y a toujours pas de logistique à la hauteur des enjeux des troupes sur le terrain et que là, il n'a rien annoncé qui véritablement puisse donner l'impression que la Russie, puisque sans nouvelles forces, concrètement, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ce qu'ils occupent déjà. Et même avec les armements qui sont livrés aux Ukrainiens, on peut imaginer que les Ukrainiens parviennent pour partie, je vous dis bien, pour partie, à les repousser un peu. Tatiana Renard-Barzac, William T, je vous fais réagir tout de suite. Je voudrais juste qu'on entende un autre extrait de Vladimir Poutine. Il justifie, là encore, face à sa population, cette invasion en Ukraine, en rappelant que la Russie était face à une menace absolument inacceptable. Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis, mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres historiques comme la Crimée. Et Kiev commençait à parler de se procurer l'arme nucléaire et préparer une attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable à nos portes, à nos frontières. Tatiana Renard-Barzac, ou l'art de renverser la situation pour justifier ces menaces ? On évoquait tout à l'heure le mot terme de réalisme, je parlais plutôt de révisionnisme. La façon dont il a revisité l'histoire au fil de ce discours est absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'il s'est placé comme celui qui est agressé. Ce serait la Russie qui serait agressée par ces Ukrainiens, qui seraient des bourreaux, qui seraient des nazis. Et c'est eux qui voudraient en fait les attaquer avec l'arme nucléaire. On a assisté quand même à un discours tout à fait hallucinant, sincèrement, extrêmement court, avec peu d'ailleurs de panache, ce qui était assez étonnant. C'était très plat comme discours et à la fois terrifiant dans les propos. C'est-à-dire qu'on a vraiment revisité l'histoire, glaçant. Et au même moment, on a les Ukrainiens qui sont en train de se faire bombarder avec Odessa à nouveau, qui a essuyé des tirs aujourd'hui. Kiev également, avec la visite de Charles Michel. Exactement, qui a dû s'abriter. En parallèle. Et ça, évidemment, c'était pas par hasard. C'est que je pense que c'est comme pour la visite du directeur général de l'ONU, c'est la même histoire. C'est une façon. Quand on a des satellites et des drones, a priori, on sait ce qu'on fait. Et puis au même moment, on a cette Europe qui se montre unie et qui défend des valeurs de liberté et de démocratie. Donc ça, c'est on en vrai parlera que tout à l'heure. Une journée extrêmement en fait, j'ai envie de dire ahurissante, sincèrement. Parce et dense en termes de politique internationale aussi. Et on a eu ce scénario que Vladimir Poutine construit depuis le début, qui est tissé de mensonges. Et on voit ces Russes qui assistent à ce défilé, qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent de la situation en Ukraine. D'ailleurs, aucun journaliste présent sur place n'aurait l'idée de leur poser la question parce qu'on sait ce que ça pourrait donner. On voit la télévision russe qui, toute la journée, a fait un discours complètement béat et avec des termes dingues. Il y avait des spectateurs triés sur le volet qui ont dit leur amour de la patrie. Et c'est vrai qu'on n'a même pas vu une personne qui a pu avoir l'idée, par exemple, de défiler avec un soldat mort, un soldat tué au combat en Ukraine, parce que personne n'aurait osé le faire. Voilà, donc oui, c'était abracadabrantesque. Un point sur l'actualité avant de poursuivre la conversation. François Fillon, condamné ce lundi à 4 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. L'ancien Premier ministre écope également d'une amende de 375 000 € et 10 ans d'inéligibilité. C'est une peine moins lourde que prévu. François Fillon avait été condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. Un homme suspecté d'avoir crevé les yeux de sa compagne, placé en garde à vue. La femme a également reçu plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital est engagé. Les faits
Russes se sont déroulées hier en début d'après-midi à Maison-Alfort. Et puis, la vignette verte va-t-elle disparaître de nos pare-brises? La Fédération des compagnies d'assurance veut supprimer le macaron qui colle aux voitures françaises depuis 40 ans. Des discussions avec le gouvernement sont menées pour que les contrôles utilisent désormais les informations du fichier des véhicules assurés. William T, est-ce que vous avez été surpris par le discours de Vladimir Poutine? À qui il s'adresse d'ailleurs dans ce discours? Seulement à sa population, vous croyez? Il s'adresse à plusieurs personnes. Qui sait qu'il est scruté dans le monde entier à ce moment-là? Il sait que ce type de discours va être scruté dans le monde entier, donc il s'adresse d'abord à sa population parce que vraisemblablement le conflit va durer et donc du coup il doit mobiliser son pays pour dire regardez, voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre et pourquoi est-ce qu'on doit durer et maintenir les efforts de guerre pendant une période qui soit plutôt longue. Il faut se rappeler notamment qu'il prépare cette guerre depuis 2014. Quand vous regardez les choix stratégiques effectués notamment sur le point de vue de la politique économique par Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Crimée, en fait, il a redirigé ses actifs en passant. Ses actifs étaient plutôt dans les pays de l'Union européenne. Et il les a transférés notamment en Nord et principalement en Chine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il adresse un message aux autres pays, notamment européens, américains et ukrainiens, en disant « Regardez, je suis déterminé et je vais maintenir l'effort de guerre pendant longtemps ». La difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'en fait, le conflit est en train de se polariser. Dans la mesure où Vladimir Poutine ne peut pas perdre ce conflit, dans la mesure où s'il perd ce conflit, vraisemblablement, il pourrait être putché et destitué. C'est le premier élément. Il mettra le temps qu'il faudra, mais il ira jusqu'au bout. Les États-Unis ont refusé, notamment lorsque Zelensky était prêt à dire que son pays refuserait d'intégrer l'OTAN, les États-Unis lui ont dit non. Et donc, du coup, les États-Unis veulent que les Russes s'enlisent dans l'Ukraine. Et donc, du coup, les deux grands pays majeurs veulent que le conflit dure plutôt longtemps. Et on ne voit pas d'issue diplomatique tant qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs qui prennent une initiative. Moi, je pense qu'il faut regarder notamment un pays particulier, c'est la Chine. Est-ce que la Chine peut se poser garante d'une neutralité en Ukraine? Après, vous dites que Vladimir Poutine fait des choix qui sont plutôt irrationnels. Moi, je pense que depuis le début, en fait, il fait des choix qui sont rationnels. J'ai parlé d'un discours. Oui. Il revisite l'histoire. Mais en fait, quand vous avez... Mais il revisite l'histoire, oui et non. C'est-à-dire qu'il prolonge l'histoire, en fait. Il prolonge la Seconde Guerre mondiale à l'Ukraine actuelle. Non, mais c'est sa lutte contre le nazisme. Non, il la revisite. Il la revisite totalement, pardon. Mais en la prolongeant. Parce que ce qu'il fait là, c'est de lutter contre les nazis, en fait. Non, mais je mets évidemment tous les guillemets qu'il faut et je prends la voix de Vladimir Poutine, malheureusement. En gros, il prolonge. Ce que je veux dire, c'est qu'il prolonge la Seconde Guerre mondiale en luttant contre les nazis ukrainiens. Oui, mais je pense que beaucoup d'Ukrainiens se retournent dans leur tombe aujourd'hui. Ah, mais ça, nous sommes 1000 fois d'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je voudrais me tourner une nouvelle fois vers Jean Glignasti. On a entendu donc Vladimir Poutine il y a un instant justifier encore une fois cette invasion face à une menace absolument inacceptable qui serait venue de l'OTAN. Est-ce que si on essaie d'être le plus objectif possible, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Vladimir Poutine sur la responsabilité de l'OTAN? Est-ce que l'Occident doit faire une part de son autocritique par rapport à la situation actuelle ou pas du tout? Alors, il faut d'abord attendre que la poussière retombe pour qu'on connaisse des choses qu'on ne connaît pas actuellement. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est d'abord la Russie, enfin Poutine, ça fait 20 ans qu'il dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une ligne rouge. Donc là, il y a au moins une cohérence. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi... Est-ce que l'OTAN a joué avec le feu ces dernières années? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Russes, Poutine, le cercle dirigeant, s'est rendu compte en fait que l'Ukraine était en train de réussir. Parce qu'il y avait deux éléments importants qui ont dû jouer un rôle dans le déclenchement de la guerre. Le premier, c'est que l'Ukraine, pour la première fois, dépassait 200 milliards de PIB et dépassait son niveau d'avant la chute de l'URSS. Donc ça, c'était quand même, ça montrait que ça partait, les exportations de céréales, tout ça, même d'informatique. Donc l'économie partait, d'ailleurs Zelensky s'en était réjoui. Et puis le deuxième élément qu'on n'a pas assez souligné, c'est que l'Ukraine avait signé en juin 2020 un accord avec l'OTAN qui s'appelle Enhanced Opportunities en anglais, c'est-à-dire possibilités élargies. L'Ukraine a été érigée en partenaire privilégié de l'OTAN au même titre que la Suède ou l'Islande. Il y en a que 6 dans le monde. Et à ce moment-là, l'aide de l'OTAN a commencé à se déverser, évidemment, en Ukraine, et on en voit d'ailleurs l'efficacité actuellement, donc armement et coopération. Et je pense qu'à ce moment-là, le cercle dirigeant, et Poutine en particulier, ont dû se dire,
l'Ukraine risque d'être perdue, c'est maintenant qu'il faut agir. Et je pense que ça a joué un rôle important dans le déclenchement des événements. Je voudrais montrer une image à l'ancien ambassadeur de France en Russie que vous êtes, monsieur de Gliniasti. L'ambassadeur russe en Pologne a été, vous avez peut-être vu cette image aujourd'hui, arrosé d'une substance rouge comparable à du sang, pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens, aujourd'hui en marge d'une cérémonie à Varsovie marquant les commémorations russes. Donc, c'est Sergueï Andreev, il a pu finalement être exfiltré. Le ministère russe des Affaires étrangères ne s'est pas fait prier pour réagir à l'incident, clamant qu'il reflète la dérive de l'Occident vers la réincarnation du fascisme. Sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, cette image, et c'est vraiment à l'ancien ambassadeur que je m'adresse, là, on a un vrai diplomate. Il ne traduit absolument rien de l'émotion qu'il est en train de vivre. Elle est très troublante, je trouve, cette image. Il est resté totalement impassible. On va la jouer en boucle, hein, s'il vous plaît, en régie, qu'on la voit bien en plateau. Parce que oui, j'ai pas vu le... Vous l'avez pas vu aujourd'hui, cette image? Non, il est au centre de l'écran, vous le voyez. Il est au centre de l'écran, se fait asperger, molester, insulter passablement par des pro-ukrainiens. Et il reste absolument impassible alors qu'il est venu déposer une gerbe pour commémorer donc la victoire russe contre les nazis. Grandeur et servitude du métier diplomatique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne va pas insulter les Polonais, il n'est pas dans son rôle d'ambassadeur. Non, il pourrait même être pris de panique, parce qu'il est quand même autour d'une foule absolument hostile. Enfin, je trouve qu'il y a une maîtrise de cet homme. C'est pas bon non plus d'être pris par l'esprit de panique. Donc il est resté, il a attendu qu'on l'exfiltre, et je pense que beaucoup d'ambassadeurs auraient fait exactement la même chose. Ça montre un peu le déni dans lequel s'est enfermée la Russie qui ne voit pas les répercussions de ce qu'elle fait. Ça en dit long sur cette forme de déni-là, selon vous? Non, ce que vous dites est exact, mais ça, ce n'est qu'une péripétie de la carrière diplomatique. Heureusement qu'il ne s'est pas fait tirer dessus. Non, mais en revanche, dans le déni, je dirais autre chose, beaucoup plus grave d'ailleurs. Je pense que dans l'équipe dirigeante, on a définitivement coupé les ponts avec... on n'attend rien de l'Occident, de l'Europe, du bloc occidental. Quoi qu'on fasse, ils s'en fichent, ils sont couverts d'opprobre déjà, ils ont perdu tout crédit, un peu plus, un peu moins. Les sanctions, ils savent que ça va être très dur, mais ils vont reconstituer des réseaux économiques avec l'Asie. Donc ils n'attendent rien, ils ne craignent rien. Et donc, effectivement, ils ne sont pas dans le déni, ils sont dans l'isolation volontaire et peut-être définitive. On va attendre juste un instant avant d'envoyer la musique. Je voudrais qu'il y ait une ou deux réactions encore là-dessus. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il y a deux réalités qui se superposent par rapport à la question que vous posiez sur est-ce que l'Occident ou l'OTAN, en tout cas, a joué avec le feu vis-à-vis de la Russie. Il y a la Russie comme puissance affaiblie qui peut se sentir menacée dans son voisinage. Et puis, il y a de toute façon une autre réalité, quoi qu'ait fait ou n'ait pas fait l'OTAN, qui est la Russie, qui est dans une forme de révisionnisme historique, de négation du droit du peuple ukrainien à exister. Mais imaginez pour prendre une situation comparable. Donc, au motif que la France, un jour, a colonisé l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, on dira ils viennent nous chercher un petit peu trop, alors on aurait toute légitimité à aller tout détruire en Algérie et au Maroc. Vous voyez bien la logique complètement absurde qu'il y a à défendre ce fil de pensée-là. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'était une autre image. Alors, je ne sais pas si elle date d'aujourd'hui ou des derniers jours, et qui était c'est Poutine. C'est Moscou, j'allais dire. Du colonel Strelkov, qui est quand même l'homme qui a déclenché la guerre du Donbass pour le compte de la Russie, du côté des sécessionnistes pro-russes dans le Donbass en 2014, et qui, lui, avait un discours extrêmement cash et de vérité, en disant la Russie a totalement foiré ce qu'elle a fait au Donbass. Les conditions de vie du côté des Russes, du côté de la partie pro-russe, sont devenues absolument épouvantable, le niveau de vie a chuté et accessoirement, ou principalement parce que quand on raisonne en termes de dignité humaine, là où il y a une vraie mobilisation générale, ce sont sur tous les hommes des républiques sécessionnistes qui, eux, sont tous envoyés comme chair à canon alors qu'on ne leur donne même pas d'armement pour se défendre. On va marquer une première pause, on verra ce qui s'est passé du côté de Strasbourg également avec Emmanuel Macron qui a plaidé pour plus d'efficacité dans l'Union européenne en abordant les règles du vote à l'unanimité, en se déclarant également pour une révision des traités. Ce sera intéressant d'en discuter. Je vais vous remercier Jean de Gliniasti pour vos lumières sur la Russie, Vladimir Poutine. Je remonte ce bouquin, La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Merci d'être passé, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'était passionnant de vous entendre. On marque une pause et c'est Philippe Bennassaya qui va prendre votre place, le député LR des Yvelines. A tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel des titres. Barbara Durand.
Ce geste de solidarité à l'Ukraine à Varsovie, à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ambassadeur russe arrosé de faux sang, vous le voyez, Sergueï Andreev, la chemise et le visage maculé de rouge, tout comme plusieurs personnes de son entourage. Le diplomate a également été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. En visite surprise à Odessa, le président du Conseil européen forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles. Charles Michel était en visite dans la ville portuaire pour célébrer la journée de l'Europe. Vous n'êtes pas seul, l'Union européenne est à vos côtés, a indiqué le président du Conseil européen, dénonçant l'agression russe contre l'Ukraine lancée le 24 février. Et puis le fils du chef Yannick Aleno, mortellement percuté à Paris. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter quand il a été renversé par une voiture de luxe volée. Le chauffard a été placé en garde à vue. Qui c'est Monsieur Patate? Et Philippe Benassaïa nous a rejoint pour l'émission jusqu'à 22h30, député LR des Yvelines. Ravi de vous retrouver. Jean-Sébastien Ferjeux est toujours présent. William Tay également. Tatiana Renard-Barzac, j'aurais dû commencer par vous. Mais je l'ai fait tout à l'heure quand on a fait les présentations. Emmanuel Macron était au Parlement européen à Strasbourg avant de se rendre à Berlin pour son premier déplacement auprès du chancelier Olaf Scholz. Le président à Strasbourg donc a plaidé pour plus d'efficacité dans l'Union européenne en abandonnant la règle du vote à l'unanimité des 27. Il s'est déclaré également pour une révision des traités. Il a affirmé enfin que l'Ukraine était déjà membre de cœur de l'UE, mais qu'il fallait une structure plus souple pour l'accueillir au plus vite. Écoutez le président d'abord sur la règle du vote à l'unanimité et la révision des traités. Le défi que vous nous posez, c'est d'être aussi efficace, en quelque sorte, en temps de paix et sans crise. Et être efficace, ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits, en ne laissant personne sur le bord de la route. C'est ça être européen. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Applaudi par l'hémicycle. La révision des traités, ce n'est pas anodin. Revenir sur la règle de l'unanimité, notamment. C'est le problème du blocage en fait de l'Europe. Il y a plusieurs choses. D'abord, je rappelle aujourd'hui, normalement, on est censé présenter en fait les conclusions d'une grande convention qui a eu lieu, enfin une grande consultation des citoyens européens. Et parmi les différentes propositions, il y en a 49 qui ont été retenues. Certaines impliquent évidemment la révision des traités. C'est ça la première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'on reproche très souvent en fait aux institutions européennes d'être incomprises, d'être hyper compliquées. Personne d'ailleurs ne les comprend. Ce fonctionnement n'est pas du tout transparent et extrêmement compliqué et sclérosé parce qu'en fait cette règle de l'unanimité dans certains domaines européens bloque tout à fait parfois la prise de décision. On explique à nos téléspectateurs, il suffit que 26 pays soient d'accord mais qu'un seul mette son veto pour que ça soit un blocage. Soit bloqué. Et notamment en matière de défense, de sécurité. Donc ça c'est un vrai souci parce que par ailleurs sinon c'est la règle de la majorité qualifiée, c'est-à-dire en fonction de la pondération en fait, de la démographie des pays. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai problème de blocage. Par ailleurs, Emmanuel Macron en fait, s'est mis dans la droite lignée, j'ai trouvé, de Jacques Delors en fait. Il a en fait, je me souviens quand Jacques Delors est parti de la Commission européenne, il a fait une sorte de testament comme ça, où il a pointé du doigt les différentes problématiques en fait européennes, et parmi celles-ci, il y avait la question en effet de la représentativité et du vote, du blocage en fait institutionnel. Et puis il y avait aussi bien évidemment les fameux cercles concentriques, ce que Emmanuel Macron a appelé les cercles d'avant-garde, c'est-à-dire non pas pour pouvoir permettre l'intégration européenne, l'approfondissement, ne pas faire adhérer tout le monde, mais au contraire avoir justement une sorte de noyau dur et puis différents pays qui seraient comme ça autour, notamment l'Ukraine, c'est ce qu'il y a aujourd'hui Emmanuel Macron. Allemagne, et puis, donc c'était très intéressant parce qu'en fait aujourd'hui Emmanuel Macron s'est mis en fait dans la peau de Jacques Delors en pointant les dysfonctionnements aujourd'hui européens qui font justement qu'il y a un problème de souveraineté en fait en matière de défense, d'Europe politique. Tout court, il n'y a pas d'Europe politique aujourd'hui, c'est un vrai souci. Alors c'est vrai que le Covid, la pandémie et la guerre en Ukraine ont montré nos fragilités, comme l'a dit le président, mais aussi ont montré en quoi on pouvait avancer unis. Par exemple, la commande groupée des masques en matière de Covid a montré qu'on avait une force de frappe tous unis. Mais s'il faut attendre des crises majeures pour voir que l'Union européenne peut fonctionner différemment... Oui, sauf qu'elle ne peut pas toujours fonctionner là-dessus, parce que par exemple, en matière de défense, chaque pays, on l'a vu au moment de la guerre en Yougoslavie, a des intérêts divergents. C'est pour ça qu'il faut revoir les traités et qu'il faut peut-être apporter une majorité et supprimer l'unanimité. Mais on sait combien c'est touchy, souvenez-vous du traité de la révision 2005. Philippe Benassaïa qui vient d'arriver sur ce plateau, il faut la changer cette Europe. En l'occurrence, revenir sur la règle de l'unanimité, ce serait la fin d'un tabou décisif qui permettrait
vraiment de construire une Europe puissante ? Oui, mais je crois qu'il faut totalement changer l'Europe et que le volet institutionnel n'est qu'un volet parmi tant d'autres. J'ai du mal, moi, à me passionner sur... Je partage tout à fait ce que vous avez dit, c'est pas le problème, mais je pense que c'est pas la priorité. D'abord, quand on commence à toucher à la Constitution européenne, on en a pour des décennies. Mais il y a des choses à changer. Oui, sur tout à fait. Non, je ne remets pas sur le fond. Ce que je veux dire par là, l'énergie, c'est la que défense, la politique étrangère commune, rien n'est je pense qu'il constructif. Il y a des priorités. Je pense que d'abord, il faut, à mon avis, sortir de cette Europe technocratique qui n'intéresse personne. Qu'elle est sur le terrain, moi j'y suis toute la journée, surtout aujourd'hui. C'est journée de l'Europe, les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe, ils ne connaissent pas l'Europe, ils ne connaissent pas leurs députés, ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Europe, ils ne savent pas ce que ça leur apporte au quotidien, ils ne savent rien. L'Europe est passée à côté des peuples. Et il y avait un beau drapeau européen sous l'Arc de Triomphe aujourd'hui. Que le drapeau européen, j'ai remarqué. Il y avait que le drapeau européen. Alors, je ne sais pas si ça va refaire polémique. Je suis passé par hasard cet après-midi. J'ai vu que le drapeau européen. Et je pense qu'il y a une partie des Français qui se sont dit tiens, pourquoi il y a le drapeau européen ? Et c'est là qu'on a compris que c'était les journées de l'Europe. Vous savez, répétition vaut pédagogie. Hein. Plus on met le drapeau européen tout seul et plus on s'y habitue. Mais je crois aussi je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que les Français qui passent devant l'Arc de Triomphe ne savent même pas qu'il y avait une journée pour l'Europe aujourd'hui, le 9 mai. Je pense qu'il faut revoir de fond en comble. Je dis pas il y a qu'à Faucon, hein. C'est très compliqué l'Europe, c'est un fonctionnement extrêmement... Je suis membre de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, donc je sais comment fonctionne l'Europe de l'intérieur. Je ne vais pas en parler pendant 1 heure, mais c'est une institution... Non, oui, ça suffirait pas. C'est une machine, une machine très huilée, très complexe, mais très technocratique, mais qui passe à côté, à mon avis, des grands enjeux dont vous avez rappelé, c'est-à-dire l'Europe politique, l'Europe des peuples, l'Europe sociale, l'Europe libérale aussi, mais toutes ces thématiques-là qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est mal vue, mal sentie. Je pense que c'est ça la priorité, c'est faire aimer l'Europe et sortir un petit peu de la technocratie qui a englué l'Europe et qui a permis au peuple de s'en débarrasser un petit peu dans les mentalités. Est-ce que je peux mettre 2 secondes d'une insiste, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron a mis le doigt, à mon sens, sur la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, c'est quoi nos objectifs. Et je pense que c'est ça, en effet, le fondement de tout. Après, on parle en effet de la réforme institutionnelle, de ce mastodonte absolu. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble ? Est-ce qu'on change le statut même de l'Europe ? Est-ce qu'on en fait une confédération ? C'est ce qu'à demi-mot a proposé le chef de l'État. Et Jean-Sébastien, vous allez réagir, tout comme William Tess, il le souhaite. Mais écoutez ce dernier extrait d'Emmanuel Macron. Donc, d'abord sur l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'Union et cette communauté politique européenne qu'il souhaite notamment dans ce discours. Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne ? C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. Une confédération européenne, c'est la solution, Jean-Sébastien Ferjou ? Moi, c'est la partie du discours que j'ai trouvée la plus intéressante, pas forcément par la proposition qu'elle peut recouvrir d'un point de vue institutionnel stricto sensu, mais parce que l'Europe, effectivement, a besoin de politique. Et le grand paradoxe, c'est que l'Europe est mal comprise, mais elle est appréciée des Européens. Les 800 citoyens dont vous parliez tout à l'heure... 450 millions d'Européens, je crois, hein, 800 citoyens sondés, je vois pas trop ils ont été tirés au sort, représentativité. C'était un jury. Non, mais il y a eu 140 000 propositions. Derrière, pardon de vous couper une dernière fois, mais on disait avec Philippe Benassaïa il y a un instant, les gens qui ont vu le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe aujourd'hui, ils n'ont pas compris pourquoi. Moi, je vais vous dire, vous prenez 15 personnes, vous prenez 15 personnes au hasard dans la rue. Jean-Sébastien, vous prenez 15 personnes au hasard dans la rue, vous leur demandez qui prend les décisions à l'Union européenne, qui prend les décisions à l'Union européenne. Je vous annonce qu'il n'y en a pas une qui vous dit la réponse. Précisément, c'est ce que visent les citoyens européens, puisqu'ils ont tous dit que ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils en veulent tous à leurs dirigeants. Ils en veulent tous à leurs dirigeants parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de pédagogie qui est faite de l'Europe et que précisément l'Europe n'est pas assez politique et qu'il n'y a pas d'espace démocratique commun européen. Maintenant, quand vous regardez les enquêtes d'opinion... Oui, mais c'est facile à dire comme formule. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Européens veulent de l'Europe. Ils le veulent encore plus en 2022. L'Ukraine, oui, parce qu'ils ont compris que l'Union... toutes les enquêtes d'opinion le montrent sur le sentiment européen. Il y a 2 pays qui sont un peu plus sceptiques et qui sont effectivement
dans une mesure relative la France, parce qu'elle reste quand même majoritairement en faveur de l'Union européenne, et les Italiens qui, effectivement, ces dernières années, se sont plus écartés. Mais tous les autres, et comme je vous le disais, encore plus après 2022, mais non, parce que même à l'Est, simplement, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ? Moi, je crois que l'Europe s'est enfermée dans une impasse depuis 30 ans, depuis l'acte unique européen peut-être. Il y a eu une espèce de mépris des dirigeants européens pour les citoyens européens, en disant ils vont rien comprendre, d'ailleurs on va pas essayer de leur expliquer, donc on va faire qu'un marché commun, et puis on va faire que des trucs économiques, et puis finalement l'économie l'emportera sur le reste. Sauf que ça ne marche pas comme ça. L'Europe, elle a besoin de reconnaître qu'elle est une civilisation, parce que la civilisation européenne, elle existe depuis longtemps, et elle est présente dans la tête des citoyens européens. Il faut une Europe plus cohérente. Regardez, les gens en Pologne, ils vivent, vous allez dans une grande ville polonaise, vous allez dans une ville slovaque, ça ressemble à ce que vivent les gens dans une ville française aussi. Oui, bien sûr. L'Europe, elle est en réalité par les pieds beaucoup plus vite que ce qui se passe. Vous pouvez dans la étendre tête de cette ces remarque dirigeants. un peu au monde entier. Hein. Vous allez à Sydney, vous vivrez, je pense, certainement, mais comme le on vit à modèle, Paris, malgré tout, le modèle de démocratie. Ça s'appelle la mondialisation. Le modèle de démocratie, mais pas seulement. Je ne crois pas que Shanghai, que la Chine soit très Shanghai, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est le New York de la Chine. Mais vous parliez de la mondialisation. Je vous réponds sur le terrain sur lequel vous allez. Cette espèce de modèle. Moi, je ne crois pas que ce soit l'Europe qui ait fait la paix depuis 1945. Ce sont les tanks américains et ce sont par ailleurs les États-providence. Maintenant, on a besoin d'un espace politique commun parce qu'il y a besoin justement que les citoyens européens. Il y a des choses qui marchent dans la gestion européenne. La politique de la concurrence, par exemple. Oui, la politique de la concurrence. Allez aux États-Unis, vous verrez combien vous allez payer votre abonnement. Allez aux États-Unis, vous allez voir que l'Europe marche. Vous verrez combien vous payez votre abonnement de portable, vous verrez combien vous payez votre abonnement Internet, la politique de la concurrence. Donc ça marche quand il y a pire ailleurs, en fait. Là où ça marche pas, je vais vous dire, c'est en général sur l'intergouvernemental. William, tu as une dernière remarque ? Sur les propositions d'Emmanuel Macron, je trouve qu'institutionnellement, elles sont intéressantes pour faire avancer l'Europe. Mais la question essentielle qu'on pose à Emmanuel Macron, c'est pas est-ce qu'il va réussir à faire avancer l'Europe, c'est est-ce que la France sera gagnante de l'issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe ? Est-ce qu'il ne va pas faire la même erreur que François Mitterrand avec le traité de Maastricht en 92 ? Parce que François Mitterrand, quand il fait... Est-ce qu'il faut consulter les Français d'ailleurs sur cette Europe fédérale qu'il imagine ? À chaque avancée européenne, il faut poser la question du référendum. Je pense qu'en fait, institutionnellement et de façon sur le plan uniquement des technocrates européens, moi j'en ai dans mon équipe, ils me disent que c'est très intéressant ce que propose Emmanuel Macron. Mais la question qui est clé, c'est est-ce que la France sortira gagnante de ces avancées ou pas ? Quand François Mitterrand met en place la zone euro avec le traité de Maastricht, avec l'époque, avec le chancelier Kohl, et au final, la France est sortie perdante de cette affaire. Et donc la France est sortie en poids relatif moins importante que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, en termes de réunification, avait un poids plus important que le nôtre. Sur la question de l'unanimité, il a raison. C'est-à-dire que la France propose des initiatives et certains petits pays, comme l'Irlande ou d'autres, les bloquent. Mais la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'Europe ? En 62, le général de Gaulle proposait le plan Fouchet. Et ça a été refusé par les Allemands. Et la question essentielle qui est posée à Emmanuel Macron, c'est si on continue l'élargissement, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Europe passe sous giron américain, parce qu'une grande partie des pays européens, notamment de l'Est, vont supposer la défense américaine et non pas une défense européenne pour se poser par rapport aux Russes. Philippe Benassaïa, dernier mot avant le rappel de l'actu. J'ai une séquence mémorable à vous montrer. Très rapidement, je suis d'accord avec ce que dit William, notamment avec le parallèle avec Mitterrand, mais je crois savoir que déjà la proposition d'Emmanuel Macron rencontre déjà une hostilité parmi les peuples européens. Il était applaudi, à Strasbourg. 13 pays, oui, mais 13 pays quand même. 13 pays sur 27, ça fait beaucoup. Parce ils sont minoritaires. Mais pour pouvoir réformer. Oui, mais si vous mettez la règle de l'unanimité, cette Europe politique n'existe pas, cette Europe des peuples n'existe pas, et l'Europe est fracturée entre un bloc un peu occidental et oriental. Je vais vite, mais c'est un peu ça. 21h45 avant séquence hit parade à l'Union européenne. Le rappel de l'actualité. Barbara Durand. L'évadé du zoo retourne en prison. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo d'Upi, au sud de Valence, mardi dernier pour prendre la fuite. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN, puis placé en garde à vue. Il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure. Le dernier adieu à la reine de la nuit, Régine, décédée le 1er mai à l'âge de 92 ans. Le cercueil de la chanteuse a fait son entrée dans le crématorium du Père-Lachaise en carrosse. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents. Et puis les touristes ont de la chance, il fait très beau en France. Regardez, jusqu'à 27 degrés aujourd'hui pour Paris, mais également demain, jusqu'à 30 degrés à Bordeaux, mardi et mercredi, ou encore 29 degrés à Lyon, des températures très estivales qui arrivent très tôt dans l'année.
Ah, moi, c'est ma hantise, hein. La chaleur à Paris, je vous dis, c'est insupportable. Bref, j'adore parler de moi. Cette image à laquelle je voulais vous soumettre, des dizaines de jeunes qui ont interprété, alors c'était juste avant le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, des dizaines de jeunes qui ont interprété une danse pour l'Europe dans l'enceinte du Parlement. Pardon, parce que c'est extraordinaire. Il s'agit d'une chorégraphie participative imaginée pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Séquence. N'était pas présent pour prendre connaissance de la décision. Non. C'est beaucoup moins drôle. Non. Alors, si on peut me mettre la bonne séquence, j'ai fait un lancement idéal. C'est bon? Alors, qu'est-ce que j'ai du temps devant moi? Il faut que je brode ou est-ce que c'est parti? Bon, bah oui, mais comment voulez-vous que je parle, sachant que tout repose sur la séquence. Donc, est-ce que vous avez Ah oui, alors la chaleur. La chaleur à Paris. La Donc, chaleur. je disais, la chaleur à Paris, c'est très compliqué parce que c'est vrai que c'est un petit peu étouffant dans les villes dans lesquelles nous habitons. Alors oui, quand on est au bord de la mer, c'est beaucoup plus simple. La séquence. Du visage à la nuque, sur les côtés. Le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant. Tes mains deviennent des poissons qui s'évitent d'un côté puis de l'autre de ton corps. Inspire, ouvre les yeux et salue les personnes autour de toi. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci pour la danse. Ouais. Non, mais alors, c'est nous qui vous remercions déjà, c'est pas vous qui devez nous remercier, c'est vraiment, moi je vous remercie personnellement. Je suis très ironique, restons un petit peu peut-être sérieux. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, moi, je suis très, très heureux d'avoir entendu le mot civilisation tout à l'heure en parlant de l'Europe. Quand je vois ça, je me dis qu'on est tombé un peu... Vos mains deviennent des poissons. À la renverse. Non, moi, je trouve qu'on est la France, le gouvernement français. Je ne sais pas qui est derrière... Apparemment, c'est la présidence française. Ah oui, c'est imaginé pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le monopole de la raison. C'est un chorégraphe qui a fait ça, dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas français, je crois. Oui, pardon. Je crois que vraiment, on a des problèmes avec les événements en France. Quand on voit c'était où, l'Élysée, ce qu'il a fait à l'Élysée, Macron, le jour de la fête de la musique, ou d'autres événements. Lorsqu'on voit là ça, je me pense que la France mérite mieux que ces délires gestuels. C'est la danse contemporaine. C'est à mi-chemin, j'ai l'impression, entre la danse contemporaine et le cours de yoga. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais assez étonné. C'est le fameux mépris pour les citoyens dont je vous parlais. Oui, ou alors pourquoi du mépris? C'est pas faux. C'est du mépris parce que c'est passé totalement à côté des sujets concrets sur lesquels l'Europe parfois existe. C'est-à-dire qu'on est en général dans des discours qui ont peu de rapport avec la réalité. Emmanuel Macron parle toujours d'une Europe de la défense, mais ça ne sert à rien. Parlez-en à des militaires, vous verrez que tous les pays du nord de l'Europe, ils vous disent autant. Ils s'en foutent éperdument de l'ambition française pour une Europe de la défense. Et là, c'est à peu près du même ordre. Il y a des véritables sujets sur lesquels l'Europe peut faire la différence. Mais concentrons-nous sur ceux pour lesquels elle le peut. Et laissons tomber ceux sur lesquels la France se ridiculise, soit par ce genre de démonstration, après, je veux pas soit être par méchant son pour ces arrogance enfants coutumière. qui ont certainement travaillé leur chorégraphie, qui étaient très contents d'être face à des chefs d'État, qui garderont un souvenir pour la vie. Pas digne de la C'est vraiment, je veux vraiment pas qu'on dise du mal de ces gamins qui ont certainement pris du plaisir. En cause, oui, non, mais on critique la danse, donc je veux passer ce petit message pour dire qu'ils n'y sont pour rien et qu'ils sont superbes. C'est juste que le résultat est grotesque. Alors je suis très en retard. Non, c'est pas la kermesse, c'est vrai. Non, mais en quelques secondes. En quelques mots, ça résume le déclassement et la décadence de notre civilisation. Nous, j'ai observé notamment les discours effectués par Vladimir Poutine et Xi Jinping sur la civilisation occidentale et européenne. Et ça résume ce à quoi ils pensent de notre civilisation qui est en déclin permanent. Vos mains sont des poissons. On va se retrouver dans un instant. On va parler politique. François Fillon, condamné aujourd'hui, mais qui se pourvoit en cassation. Les tensions entre PS et LFI, à peine l'union signée. Fabien Roussel, qui ne veut pas de Tahabouaf investi par la France Insoumise. Et puis également ce drame, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, qui a été percuté par un délinquant qui avait volé une voiture. C'est le programme de la dernière partie. À tout de suite. La dernière partie de Soir Info, toujours avec William Tay, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac, Philippe Benassaïa, François Fillon, condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris à 4 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope, mais il y aura un 3e round, puisque quelques minutes après sa condamnation, il a annoncé se pourvoir en cassation. Les explications de Mario Bazac, et on en parle quelques instants.
Oui, François Fillon et son épouse Pénélope n'étaient pas présents pour prendre connaissance de la décision de la Cour d'appel. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été condamné à une peine de 4 ans de prison, dont 1 an ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine qui aurait été aménageable, réalisée sous bracelet électronique. Pénélope Fillon, elle, a été condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis et 375 000 € d'amende. Mais le couple a décidé de se pourvoir en cassation. Et donc, d'ici l'examen de ce pourvoi, les peines prononcées aujourd'hui sont suspendues car aucune exécution provisoire n'a été prononcée. Dans un communiqué, les avocats du couple Fillon expliquent que selon eux, je cite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur les preuves apportées de la réalité du travail accompli par Pénélope Fillon. Depuis le début de cette affaire, le couple Fillon a toujours affirmé qu'un réel travail avait été effectué par Pénélope Fillon. Par contre, l'Assemblée nationale peut dès à présent réclamer au couple les 800 000 € de dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés, soit le salaire touché par Pénélope Fillon sur les périodes incriminées. Philippe Benasser, je rappelle que vous êtes député LR des Yvelines. Commentaire, la justice s'est prononcée, alors moins sévèrement qu'en première instance. Est-ce que l'arrêt vous paraît juste ? Moi, je trouve l'arrêt très, très lourd, surtout. Ah bon ? Oui, très, très lourd. 10 ans d'inéligibilité. De toute façon, il s'est retiré de la vie politique. Qu'est-ce que vous en savez ? On ne sait jamais rien avec la politique. Il s'est retiré de la vie politique. D'accord, mais aujourd'hui. Oui. Voilà, bon. Que la Sarkozy vous avez une info ? Non, aucune info. Mais en politique, il ne faut jamais dire jamais. Vrai. Donc, non, je trouve ça un peu lourd. Je ne suis pas un grand spécialiste de cette question, mais j'avoue que quand on voit d'autres affaires traitées avec moins de gravité, moins de lourdeur, on se dit que peut-être dans cette justice un peu politique qui est sortie pendant une campagne électorale en plus, le hasard, il y a parfois peut-être 2 poids 2 mesures qui sont parfois insupportables à digérer. Justement, moi j'ai une interprétation aussi qui sera peut-être la vôtre, mais justement, vu que cette affaire, elle l'a empêché de devenir potentiellement président de la République, il a été complètement anéanti par cette affaire, moi je me dis qu'il vaut mieux que la justice prononce une peine et qu'il soit condamné, parce que sinon ça voudrait dire que tout cela n'aura servi à rien. Oui, mais c'est aussi. Mais c'est pour ça vaudrait même si c'était une erreur judiciaire, votre raisonnement. Oui. Mais non, mais autant c'est pour la justice que je dis ça. Il vaut mieux pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'il y ait des conséquences. Mais c'est pour ça. Parce que dans ce cas-là, on crierait au scandale. C'est pour ça qu'il donne une peine aussi lourde. Parce que c'est un véritable scandale, cette affaire. Parce que quand vous prenez les affaires de droit, déjà, premièrement, ça tue tous les principes juridiques à la question de la séparation du pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il faut rappeler que François Fillon employait sa femme comme ancien député. Deuxièmement, en termes de qualité et de contrôle de travail, c'est pas à la justice de définir quels sont les contrats de travail. C'est l'employeur avec son employé, donc François Fillon avec sa femme. Troisième point, c'est qu'à l'époque où François si elle avait travaillé, franchement... Non, mais les preuves ont été amenées. Apparemment, il y avait un page, et la question, c'est pas de définir est-ce que vous avez travaillé ou pas. La question, c'est de définir est-ce que c'est un abus social ou pas. En termes de député, est-ce que François Fillon a détourné de l'argent public ? Le quatrième... Vous êtes quand même d'accord pour dire que ce qu'on lui reproche, c'est un peu... ce qui se faisait à une autre époque. Non, mais surtout, c'est ça, je pense, le point essentiel. C'est le jugement d'une autre époque. C'est qu'en fait, les juges font un jugement anachronique. Ils prennent les affaires de François Fillon en disant que c'était avant la loi de moralisation sur la vie politique. Donc François Fillon n'était pas en question d'illégalité au moment où il l'a fait. Donc ils ont fait passer la morale au-dessus du droit. Et c'est ça qui est grave dans un état de droit. C'est-à-dire que les juges qui doivent défendre l'état de droit se sont attaqués dessus. Et je pense qu'il y a une dernière question, et ça c'est un point personnel. Je pense que politiquement, la France a tourné le dos à son destin. François Fillon a été le meilleur président de la République depuis Georges Pompidou. Et parfois, la France a manqué son destin. Je pense à 2 dates précises. François Fillon en 2017 et Philippe Séguin en 95. Je rappelle que vous êtes proche de la droite filloniste. Vous avez dit qu'il était mélenchoniste, on aurait été surpris. Pour mieux comprendre la teneur de vos propos. 22h pile, le point sur l'actualité, et on poursuit notamment avec Tatiana Renard-Barzac et Jean-Sébastien Ferjou qui ne se sont pas exprimés sur ce sujet. Les commémorations du 9 mai 1945 à Moscou est l'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber ses forces armées et cette année de justifier l'intervention militaire russe en Ukraine. Selon le chef du Kremlin, la Russie combat en Ukraine pour se défendre face à la menace inacceptable, accusant de nouveau son voisin de néonazisme et qualifiant son offensive de riposte préventive et de seule bonne décision. Des célébrations plus discrètes à Kiev. Depuis plusieurs mois, Vladimir
Poutine a constamment cherché à établir un lien entre l'invasion de l'Ukraine et les événements de la Deuxième Guerre mondiale, qualifiant le régime de Kiev de néo-nazi. Le président Volodymyr Zelensky a promis que son pays ne laisserait pas Moscou s'approprier cette victoire sur le nazisme, se disant confiant dans une victoire prochaine de l'Ukraine contre les forces russes. Et puis le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe. À cette occasion, Emmanuel Macron était à Strasbourg pour la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Dans son discours, le président de la République a dénoncé des crimes inqualifiables en Ukraine. Notre devoir est d'être aux côtés des Ukrainiens pour obtenir le cessez-le-feu. Mais la France n'est pas en guerre contre la Russie. Je vous propose de l'écouter. Pour que la justice parle, nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Nous œuvrons en Européens pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour le retour de la paix sur notre continent. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie. Mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu, puis bâtir la paix. Puis, nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en Européens. On poursuit la discussion autour du jugement rendu par la Cour d'appel de Paris. 4 ans de prison, dont 1 an ferme pour François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme, l'ancien Premier ministre qui a annoncé se pourvoir en cassation. Commentaire Tatiana Renard-Barzac. Justice politique, disaient nos deux précédents intervenants. Oui, mais il faut quand même rappeler que les deux intervenants précédents et tout sont proches de la droite. Sont proches de la droite. Donc, essayons de remettre quand même dans un contexte. Stigmatisation dans une analyse politique. Non, c'est pas une justice politique. Pas une stigmatisation. Ça s'est passé pendant une campagne électorale. C'est une justice politique. Je peux me permettre. Ça aurait pu sortir. Oui, mais je vous permets de vous répondre puisque vous m'avez interpellé ainsi que William T. Moi, je dis que c'est une justice politique. Elle est tombée en pleine campagne électorale. Si c'était tombé 1 an avant ou 2 ans avant, je vous suivrai. Donc, je pense que c'est une justice politique. Oui, bien sûr. Alors, plusieurs choses. Moi, je vais me référer à 2 confrères. Gérard Davé et Fabrice Lhomme qui ont créé un livre très intéressant qui s'appelle Apocalypse Now, les années Fillon, et qui mettait en lumière plusieurs choses et que je trouve tout à fait intéressantes et justes, si je peux me permettre. C'est vrai que la révélation par le Canard enchaîné en janvier 2017 a percuté la campagne de François Fillon et est arrivé à point nommé, si j'ose dire, pour certains peut-être opposants politiques. Et en effet, c'était très perturbant que ça arrive comme ça au milieu d'une campagne électorale, je vous l'accorde. C'est vrai aussi que plusieurs révélations se sont succédées, un flot même de révélations se sont succédées, et que ça pouvait être très interpellant, encore une fois, dans une campagne où, par ailleurs, qui plus est, le mis en cause était favori des sondages, certes. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Et puis, il y aura aussi cette accusation que vous allez sûrement me délivrer dans quelques instants, qui va être que le PNF n'est pas tout à fait indépendant. Parquet national financier créé par François Hollande. Absolument. Certes. Cela dit, reprenons juste les faits. De quoi on a accusé François Fillon et sa femme? D'emploi fictif, quoi que vous en disiez. Il y a quand même une procédure, il y a une justice en France qui fait son travail et qui a montré que ces emplois étaient évanescents. J'utilise même les termes des juges, évanescents et peu palpables. C'est vrai que quand on voit dans le détail les fiches que Pénélope Fillon faisait, notamment pour la Sarthe, ou lorsqu'elle a été employée en 2012-2013 pour la Revue des Deux Mondes. Et d'ailleurs, Marc Ladret de la Charrière a été condamné. Mais là, c'est pas un Si je peux finir juste mon développement. Allez au bout, Tatiana. Je ne sais pas si vous avez... Rien n'a prouvé que ces emplois étaient réels. C'est ce qui ressort aujourd'hui. Je ne suis pas juge. Je vous fais juste part, en tant que journaliste, de l'attendu aujourd'hui de justice qui dit que rien ne ressort de ces emplois, en quoi ils étaient effectifs. Voilà, c'est ça l'attendu aujourd'hui de la décision. Je termine, pardon. Cela dit, il y a aussi une vengeance politique. Il ne faut pas non plus être dupe. C'est-à-dire qu'on se souvient de cette petite phrase de François Fillon disant « Qui aurait pu imaginer le général de Gaulle mis en examen, évidemment attaquant Nicolas Sarkozy ?» Et il se retrouve quelques temps après pris dans une affaire de justice avec, je rappelle juste pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire, Robert Bourgi, avocat très proche de Nicolas Sarkozy, qui dégoupille la bombe atomique finale en révélant l'achat de costumes extrêmement chers par le candidat François Fillon. Donc il y a évidemment derrière aussi une affaire politique avec plusieurs personnalités de la droite qui s'en sont pris, dont, dit-on, Nicolas Sarkozy, s'en sont pris à François Fillon, se seraient vengés. Mais cela dit, reste cette affaire, qui est l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Gate, avec justice qui est passée. Il y a un pourvoi en cassation de l'ancien candidat. Il n'a pas le choix que de se pourvoir en cassation. On ne peut pas refaire l'histoire. En tout cas, c'est ça la décision de justice, et c'est sur ça, sur les emplois dits fictifs. Jean-Sébastien, si vous pouvez faire court, parce que je voudrais vraiment qu'on aborde notre prochain sujet. Oui, mais c'est quand même important. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que la justice, c'est aussi l'équité.
parce qu'il y a tous les arguments qui ont été invoqués sur la prescription, sur la séparation des pouvoirs. Admettons, mais dans ce cas-là, c'est valable pour tout le monde. Comment expliquer qu'un des ministres actuels, du gouvernement actuel, qui se vantait dans une interview en parlant de son épouse, en disant « c'est une excellente mère au foyer, d'ailleurs, je ne sais pas comment elle se débrouille pour gérer la famille, c'est un emploi à temps complet ». On a découvert ensuite qu'il employait lui aussi son épouse comme assistante parlementaire. Vous retrouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et lui n'a jamais été poursuivi. Et cet exemple-là, mais on pourrait le décliner parce que sur la période concernée, mais le nombre de parlementaires, le sujet, c'est le deux poids, deux mesures. Le sujet n'est pas en soi la condamnation, il est peut-être la lourdeur de la condamnation quand vous voyez c'est pourquoi des gens lui et pas les autres, qui se rendent coupables de crimes de sang échappent à la prison. Là, 1 an de prison, même si c'était moins qu'en première instance, je pense qu'il y a quand même un an de prison, sujet. ce serait effectué sur Il y a un sujet électronique, sur la lourdeur des peines, il y a un sujet sur le deux poids, deux mesures, et il y a un sujet sur l'instrumentalisation politique de la justice. Et juste un petit point, parce que regardez comment ça fonctionne. Quand, comme par hasard, à quelques jours du deuxième tour, on apprend le Parlement européen fait opportunément savoir sur une procédure ouverte en 2009 concernant le Front National de l'époque. Donc sur la mandature de 2009, il n'y a eu aucun acte d'instruction depuis 2016. Mais là, d'un seul coup, le Parlement européen se réveille et demande des factures sur des frais. Non, mais oui, mais il y a aussi l'affaire des assistants parlementaires. Là, c'est encore pire parce que c'est le magistrat qui se substitue à l'employeur pour savoir. Il dit pas que les emplois n'ont pas été faits, il dit vous ne faites pas le bon emploi, pas au bon endroit. Il y a une instrumentalisation politique de la justice dans ce pays. Je suis désolé, c'est une réalité. Moi, je conteste pas la condamnation de François Fillon, mais si François Fillon est condamné, beaucoup d'autres doivent l'être, y compris parmi des gens qui sont au pouvoir et qui ont été réinvestis à l'heure actuelle pour les prochaines. C'est vrai, juste qu'il y a une dureté des peines et il y a ce souci d'exemplarité politique et on a beaucoup dit ici de vengeance de la justice à un moment donné. Comment vous expliquez que le PNF n'a pas fait une enquête sur Fabien Roussel, par exemple? Justement, on va en parler de Fabien Roussel dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on vire à gauche. Donc, quelques jours après avoir scellé la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUP. Bizarre, cet acronyme. NUPS, vous dites, vous? Il y a un S à la fin. Vous voyez. Vous n'allez pas regarder c'est à l'anglaise, alors. Regardez ce que ça veut dire en anglais. NUPS? Ça veut dire quoi en anglais? En australien. Ça, je vous laisse, c'est de l'argot. Ah, c'est un vrai mot en anglais? En australien aussi. C'est une grossièreté? C'est une grossièreté, NUPS? Ah, je ne savais pas. La tension ne retombe pas entre les Insoumis et certains membres du PS. La 15e circonscription de Paris, qui englobe une partie du 20e arrondissement, a été dévolue à Danielle Simonet, historique insoumise de Paris. Pour la choisir, il a fallu dire non à la socialiste Lamia El Harraj. Pourtant élue dans cette circonscription en 2021, elle a reçu un soutien important hier, celui de Lionel Jospin, qui est venu l'aider à faire campagne et la soutenir officiellement. Écoutez Lamia El Harraj et Lionel Jospin qui la soutient. Donc le message aujourd'hui envoyé par cet accord, tel que prévu à ce stade, est qu'on positionne une personne qui a été battue par 2 fois sur sa circonscription historique, la 6e circonscription de Paris, en 2012 et en 2017, circonscription qu'elle a abandonnée fin 2020, sans même s'en expliquer devant les électeurs, pour se présenter en 2021 sur ma circonscription, et ce, sans succès, puisqu'elle a à nouveau été battue face à moi, qui ai gagné là où je vis et là où j'élève mes 2 enfants. Ce n'est pas loyal vis-à-vis des électeurs, ce n'est pas juste vis-à-vis du travail engagé, ce n'est pas cohérent vis-à-vis de l'ambition portée par cette union. Je n'ai pas participé à toutes ces discussions, mais je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable à l'accord. Je vois aussi qu'il éveille un certain espoir chez les électeurs de gauche. Alors pourquoi suis-je ici aux côtés de Lamia El Harraj avec la ferme intention de la soutenir? Parce que l'absence de son nom dans l'accord signe une injustice, un déni de droit et le non-respect du vote des citoyens. Jean-Sébastien Ferjou, c'est le début des problèmes pour les socialistes. Les règlements de compte vont commencer. On rappelle quand même qu'il y a 507 circonscriptions dans lesquelles le PS est absent. Forcément, ça va appeler des dissidences, un message brouillé. On voit bien qu'il y a un PS historique qui se mobilise effectivement contre cet accord. Pas d'ailleurs forcément parce qu'il y a accord, mais parce qu'il y a accord avec une réédition et que cette fois-ci, contrairement à des accords précédents, Lionel Jospin était Premier ministre de la gauche plurielle. Sauf qu'à l'époque, le Parti socialiste était dominant, donc ça lui causait beaucoup moins d'état d'âme d'être allié avec les communistes qui avaient pourtant plus ou moins le même héritage que la France insoumise peut l'avoir par ailleurs. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est que ces gens-là ne se posent pas la question de qu'est-ce qui a amené la gauche dans
cet état-là. Moi, je comprends les réticences qu'ils ont vis-à-vis de la France insoumise et vis-à-vis de l'aspect peu républicain d'un certain nombre de candidats de la France insoumise. Mais ils ne se posent pas la question du bilan de François Hollande. C'est quand même parce que ce quinquennat-là et ce président-là n'a absolument pas été clair sur ce qu'il était, n'a pas été capable d'assumer ce qu'il était politiquement en disant qu'il était d'une gauche plus, je ne sais pas comment la décrire, social-libérale, à l'échelle française. On est très très loin du libéralisme. Et parce qu'ils n'ont pas voulu assumer ça, ils se retrouvent dans la situation actuelle où incontestablement, il y a un espoir qui renaît à gauche de l'autre côté. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assumé leur propre héritage qu'ils en sont là. Et cet inventaire-là, ce droit d'inventaire-là, ils devraient quand même le faire. C'est la fameuse hégémonie de LFI dans cette union qui a parlé. Franchement, pour la Maëlle Arage, on peut comprendre, c'est scandaleux. Elle est implantée, elle est élue dans cette circonscription. Les propos de Lionel Jospin sont sages et révèlent le caractère historique, en effet, du Parti socialiste. Je pense que cette digue qui a sauté, allègrement à gauche d'ailleurs, que d'un côté d'ailleurs et pas de l'autre, cette digue qui a allègrement sauté ne durera que le temps de l'élection. Parce que rien ne les unit. J'entends souvent dans l'espèce de dialectique d'extrême gauche un peu marxisante que c'est le Front populaire 36 bis. C'est faux. Je veux dire, le Front populaire bis, c'était sur le fond, avec des propositions. Là, il n'y a pas de propositions. Ils sont d'accord presque sur rien, ni sur l'Europe, ni sur le nucleaire, ni sur rien du tout. Je pense qu'ils n'arriveront pas au pouvoir. Je pense qu'on est devant une supercherie depuis le début, et qu'on n'arrive pas à le faire comprendre vraiment avec force. C'est-à-dire que Mélenchon fait du marketing, prend le peuple pour des ignorants, et je trouve ça très, très dévalorisant de la part de Mélenchon que de faire croire qu'il sera Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. D'abord, on n'élit pas un Premier ministre sous la Ve République, premièrement. Et deuxièmement, il fait croire qu'il va gagner les élections, ce qui est totalement faux. C'est une digue qui a sauté de façade et qui ne repose sur rien. Et le 19 juin au soir, cette digue sautera parce que forcément, ils ne sont d'accord sur rien du tout. Très vite. Deux choses, ça illustre d'une part une fracture générationnelle au sein du PS aujourd'hui, parce qu'on voit d'un côté cette nouvelle génération qui accepte cette alliance, et je pense aussi notamment à Raphaël Glucksmann, et puis de l'autre côté, on voit les éléphants du PS qui se révoltent, et Stéphane Le Foll notamment, qui a fait une interview au Vitriol il y a quelques jours, en expliquant que donner rendez-vous mi-juillet, c'est un des éléphants. Parmi d'autres, Bernard Cazeneuve qui a claqué la porte du PS, qui a rendu sa carte. Et donc on voit là une vraie scission, et on voit que, en fait, d'une part, il n'y a pas eu de réflexion ces 5 dernières années, malheureusement, de la part des socialistes, sur ce qu'ils voulaient justement faire, devenir, et leur aggiornamento, en fait, en quelque sorte. Mais ça ne justifie pas l'alliance avec l'extrême gauche radicale. Non, bien sûr. Justement, on va continuer d'en parler. Mais justement, c'est le souci, la stratégie de l'affirmation que prônent les éléphants versus la stratégie de l'effacement, ce dont est accusé Olivier Faure aujourd'hui par une partie de la gauche. On va retrouver Barbara Durand pour un point sur l'actualité, et puis on va parler de... Ah oui, mais c'est dommage. Et ben on la retrouvera après Soir Info, Barbara Durand. Le député du Nord et ex-candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, a jugé la candidature de Taha Bouaf, investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, à Vénissieux, malgré sa condamnation passée pour injure raciale, pas acceptable. Il demande même à LFI de revoir cette candidature. Regardez et écoutez Fabien Roussel ce matin. Je ne comprends pas que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance et s'il était élu, devoir remettre son mandat. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la France insoumise de revoir cette candidature. Le traitement qui m'est réservé, répond Taha Bouaf, par la classe médiatique et politique, est celui que les quartiers populaires subissent depuis des années. Je ne baisserai pas les yeux, je rendrai chaque coup reçu au centuple. En poussant pour investir le sulfureux journaliste et militant, Jean-Luc Mélenchon prend le risque de diviser la gauche. William Tay. Il n'a quasiment aucune chance de diviser la gauche parce que de toute façon, Europe Écologie Les Verts et le PS se sont soumis face à la France insoumise. Et normalement, ce que fait Fabien Roussel, le PC ne s'est pas soumis puisque la candidate, la maire sortante de Vénissieux se présente face à Taha Bouaf. C'est pour ça que normalement, quand vous faites un accord, ce qui se passe, c'est que vous dressez des lignes rouges, normalement, à la fois programmatiques et à la fois politiques. Sur les questions du programme, le Parti socialiste s'est assis sur toutes ses convictions et tout ce que le Parti socialiste a construit pendant des années. Sur le plan politique, ils ont accepté des choses, notamment la candidature de Taha Bouaf, celle du gendre de
de Mélenchon qui font entrer la gauche dans une phase de népotisme qui dénonce habituellement. Qui se défend aujourd'hui en disant qu'il est contre un député sortant. Et en plus, ça démontre en fait la tendance de Jean-Luc Mélenchon à être autoritaire et à être hégémonique, et justement hégémonique sur la question de la gauche, dans la mesure où il veut aspirer les autres voix de la gauche, mais c'est pas une union, c'est qu'il impose ses idées aux autres questions de gauche. Il impose ses idées communautaires en investissant Taha Bouaf, et il impose en fait tout à travers les personnes qu'il investit, il démontre quelle est l'idéologie de ce mouvement qui est indigéniste et anti-républicain, qui vont passer de la gauche à l'extrême gauche. C'est la candidature qui dérange. On a vu la réponse de Taha Bouaf, on peut la réafficher pour nos téléspectateurs. Je rappelle que la maire PCF de Vénissieux s'est pas retirée et fera face au candidat de l'Union populaire. Non, mais il y a des bisbilles liés à un accord mal négocié avec effectivement des partis de gauche qui se soumettent à la France insoumise, mais au-delà de ça, il y a les arguments employés par Taha Bouaf. Parce que Taha Bouaf n'est pas le représentant exclusif du peuple, n'est pas le représentant des catégories populaires ou de ce que subiraient les catégories populaires dans ce pays. Taha Bouaf, il a été très accompagné pendant tout son parcours politique. Donc s'il veut jouer à cette carte-là, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont bien plus des catégories populaires que lui, dans la mesure où ils n'ont eu personne qui leur a tendu la main et personne pour les aider, et qu'il est dans le mensonge absolu. Mais il est devenu obsédé par l'idée du racisme systémique et d'un système d'État qui opprime. C'est ça le problème, c'est que justement cette pensée-là, il est accusé de harcèlement, de compagnonnage islamiste. Il n'est pas le islamiste, représentant du condamné peuple, pour pas racisme. plus lui que n'importe qui d'autre. Et je veux bien qu'il y ait des gens qui aient des origines sociales plus favorisées. Je veux bien qu'il y ait un problème de diversité sociologique à l'Assemblée nationale. Personne n'en doute, mais il n'est pas lui le dépositaire du peuple. C'est une affaire qui émeut jusqu'au sommet de l'État. D'après le Canard enchaîné, Emmanuel Macron décrit en privé l'investiture de Taha Bouaf par la France insoumise comme une histoire de dingue qui l'a abasourdi. Je trouve que le Parti communiste français aurait... Tatiana conclura. Non, pardon, je réagissais, je disais c'est normal. Mais... Je disais donc que je trouve que le Parti communiste français aurait dû penser avant toutes ces choses-là, avant de signer un accord soumis, en effet, avec l'extrême gauche radicale. C'est deux couleuvres que le Parti communiste avale. Le nucléaire, c'est quand même dans l'ADN, on va dire, du Parti communiste français. On n'en parle plus, d'ailleurs, au Parti communiste du nucléaire, c'est fini. Maintenant, jusqu'au 19 juin, on n'en parlera plus. Et puis l'affaire de Taha Bouaf, ce qui est un condamné quand même, c'est quelqu'un qui a été condamné par la justice. Je pense que... Qui a fait appel. Si ça avait été dans un autre camp politique, je pense qu'on en aurait fait des tonnes. C'est vrai qu'on en fait des tonnes aussi sur Taha Bouaf, je le reconnais. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a été condamné et qui a des propos qui sont à la fois... Il n'est pas le seul, d'ailleurs, parmi la France insoumise. Il estime que ce que je concluais, s'il vous plaît. Terminer, c'est que le discours radical de la France insoumise pousse des gens comme ça à se comporter sur la laïcité, sur l'homophobie, sur le féminisme, sur l'antisémitisme, sur le racisme. Et toutes ces thématiques-là... On ethnicise le débat. Mais sur ces questions-là, l'extrême gauche radicale a franchi la ligne rouge. Cette volonté, il estime, Taha Bouaf, que les attaques qu'il subit relèvent d'une volonté d'éradiquer socialement un jeune Français, arabe, musulman, qui remet en cause l'ordre social établi. Finalement, donc ce que je disais, la volonté d'ethniciser le débat afin de rendre la critique en fait impossible. Oui, c'est un peu ce qu'on lui reproche. C'est vrai qu'il a des propos... donc, vous disiez, il a été condamné, c'est parce qu'il a traité d'arabe de service Linda Kebab, la policière et syndicaliste. Il a notamment parlé des pouilleux de Charlie Hebdo et leur une... C'était quoi le terme? Leur une dégueulasse. Voilà, enfin, il a des propos et puis des accointances aussi. C'est-à-dire qu'il a quand même, il était quand même très proche du CCIF. Il a été particulièrement grossier avec une prostituée qui faisait une analogie avec Rosa Parks. Également, je ne vais pas répéter les mots. Ce qui est important, c'est aussi... Voilà, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de ligne de fracture au sein du PS. Quelque part, il incarne aussi cette ligne de fracture qu'il y a aujourd'hui au sein de LFI. Il n'y a pas de ligne de fracture à LFI, c'est la LFI. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, je pense globalement, là où vous ne pouvez pas dire ça, c'est qu'il y a certains membres de LFI qui sont vraiment gênés par cette candidature. Ce qui est intéressant, et on va conclure, c'est que ceux qui défendent Taha Bouaf le font ouvertement. En revanche, ceux qui sont contre le font sous couvert d'anonymat dans des papiers de presse. Okay. Et ça dit aussi beaucoup de la ligne de LFI, en effet. C'est terminé vraiment en 10 secondes. Si je peux juste pour 10 secondes. De façon plus générale, ce débat, c'est d'une part, il va y avoir de toute façon des candidatures dissidentes, même au sein du PS. Carole Delga a dit qu'elle allait entreprendre. Donc, il va y avoir un problème, et il va y avoir notamment peut-être un problème d'exclusion, puisque LFI a dit qu'il ne supporterait pas des dissidences. Donc, on n'est pas au bout de nos peines, si j'ose dire. Deuxième chose, oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de deuxième. Pardon. C'est juste pour terminer.